Dans l'actualité du 13h15, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, rejette l'initiative de la majorité qui veut introduire à l'Assemblée nationale un projet de loi modificatif de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Le parti de Zéphirin Diabré s'oppose à l'initiative et entend soutenir toute action décidée par l'opposition burkinabé. Et puis le Burkina commémore en différé la journée mondiale de la population sous le thème « Investir dans la jeunesse ». L'idée est d'amener les décideurs à travailler dans le sens de la protection des droits des adolescents et des jeunes en général et investir dans leur avenir. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, à moins de 2 semaines de l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, les députés du groupe CFR viennent de donner le ton. Ils tiennent à Tinkodogo leur deuxième journée de l'année en cours. Pour ce rendez-vous, ils se penchent sur la gestion des conflits intercommunautaires et entendent apporter leur contribution. Le point des débats avec Anna Lussukere et Anatole Nakoulma. Après Kongoussi, Banfoura et Oundé, c'est au tour de Tinkodogo, dans la région du centre-est, d'abriter les deuxièmes journées parlementaires de l'année du groupe parlementaire CFR, la Convention des forces républicaines face aux récents conflits à Passa-Congo, dans le Moun, Zabré et l'affrontement de Guénon, qui ont mis à mal la paix et la cohésion sociale avec des pertes en vie humaines et de nombreux dégâts matériels. Les élus de la mouvance ne veulent pas être en reste. D'où le thème de leur journée de réflexion, gestion des conflits intercommunautaires, quelle contribution du député. Venu encourager le groupe parlementaire, le ministre délégué chargé de l'alphabétisation a salué la pertinence de cette thématique qui est transversale et qui touche l'ensemble du pays. Des terres qui étaient fertiles, cultivables, sont devenues désertiques. Donc les populations sont obligées de chercher encore d'autres terrains pour les cultiver. Et tout ça, ça constitue donc le conflit. Alors vivement que l'on aille vers la sédentarisation, non seulement de l'homme lui-même, et donc que l'élevage se modernise, mais que aussi l'agriculture se modernise pour que les gens apprennent à enrichir les terres et ne plus avoir envie encore d'en défricher davantage. Le président du groupe parlementaire de la Convention des forces républicaines n'a pas passé sous silence la situation politique nationale avec les manifestations des pro- et anti-référendums avant de lancer cet appel à l'endroit de l'ensemble des acteurs de la classe politique nationale en présence des représentants des groupes parlementaires de l'opposition et du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Donc on n'a pas la sagesse. C'était franchement en n'excluant personne pour que nous puissions sortir de cette phase qui est un peu difficile, qui est délicate. Nous ne cessons de lancer cet appel à nous les hommes politiques. Toutes nos excuses pour la qualité approximative du son de cet élément. L'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, réaffirme ses positions face à la modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Le parti de Zéphirin Diabré s'oppose à l'initiative des députés de la majorité de proposer une loi pour convoquer un référendum afin de modifier l'article 37. L'UPC dit être prête à soutenir toute action de l'opposition politique visant à faire échec au projet sur la modification de la Constitution et la mise en place d'un Sénat au Burkina. Sylvestre Sieda. La présidente du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement dit avoir été approchée par le président du groupe du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'informant de l'initiative d'un projet de proposition de loi de la majorité visant la modification de l'article 37 de la Constitution. Et cette conférence de presse est l'occasion pour l'UPC de clarifier sa position par rapport à cette initiative, surtout après avoir reçu la visite du CDP tout récemment. Le président du groupe CDP a demandé à me rencontrer le mercredi 10 septembre. Et il m'a dit, en fait, c'était pour me donner une information. Parce que son groupe a initié un projet de loi visant à modifier l'article 37. Et il a continué en disant que, étant des députés du parti au pouvoir, c'est dans leur obligation d'apporter leur soutien au chef de l'État. Et c'est dans cet objectif qu'ils vont déposer le projet de proposition de loi. L'UPC rappelle que lors de la visite de courtoisie du CDP à son siège, il n'a été question ni de référendum, ni de modification
de l'article 37. L'UPC ne croit pas à l'aboutissement d'un tel projet de proposition de loi s'il venait à être déposé sur la table de l'Assemblée nationale. Cette loi ne peut pas s'imposer à la Constitution qui, dans ses articles 60 et puis jusqu'à 160 et autres, précise clairement les conditions de révision de la Constitution. Maintenant, nous disons qu'on est en politique. Pour l'UPC, l'alternance au pouvoir fait partie des critères clés de démocratie et le parti estime que toutes les initiatives visant à sauter le verrou de la limitation du mandat présidentiel au Burkina sont de nature à remettre en cause la paix sociale. À l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire IPC dit demeurer solidaire à tout autre groupe parlementaire qui rejette toute modification de l'article 37 de la Constitution, disposition qui limite les mandats présidentiels à 5 ans renouvelables une fois. Et puis, des démissionnaires du parti du mouvement du peuple pour le progrès MPP de Pabré ont tenu une rencontre d'échange avec la population de la localité ce 12 septembre. L'objectif de la rencontre est de présenter la liste de ceux qui ont décidé de rejoindre le Congrès pour la démocratie et le progrès. Le reportage est signé Sylvestre Sieda. C'est une liste comportant plus de 250 noms qui a été mise sur la table. 2 semaines après avoir rejoint les partis au pouvoir, les transfuges du MPP ont voulu confirmer l'effectivité de leur départ. Pour nous, on devrait laisser les listes à Pabré pour remettre à la sous-section du MPP à Pabré. C'est pour cela qu'on n'a pas envoyé la liste à Ouattara. Sinon, les listes étaient déjà prêtes. Bon, juste parce que ça ne nous est pas venu en idée qu'on devrait les amener, c'est tout. La rencontre a été aussi le lieu pour Alfred Ouedraogo de s'offusquer contre un responsable du MPP qui l'aurait traité de handicapé moteur sur les réseaux sociaux. Le responsable des jeunes du CDP de Pabré, présent à la rencontre, s'est réjoui du retour de ses militants. Les avons nous dit que les élèves CDP est bien soudés maintenant. Quand ils sont revenus, nous les avons applaudis, on les a bien accueillis. Selon les démissionnaires, la maison CDP de la commune de Pabré est de nouveau réunie pour mener le combat politique. Des nouvelles de la campagne agricole dans le Nord, la tournée pour le suivi de la campagne agricole qu'a entrepris le gouverneur de la région du Nord depuis ce mardi 9 septembre a pris fin. Mercredi et dernier, l'autorité régionale a pu visiter les différentes spéculations de la région. Et le constat qui se dégage est que la campagne agricole dans le Nord est bonne. Le point avec Adama Ouedraogo sur place à Waïguya. Le gouverneur de la région du Nord prend le pouls de la campagne agricole dans sa région. À Goursi, ce sont les champs de Niébé d'une superficie de 10 hectares et les champs de Adama Bouma qui ont retenu l'attention des visiteurs. Mil, maïs, sésame, bref, toutes les spéculations y sont cultivées. Nous avons écouté les conseils des techniciens de l'agriculture qui nous ont enseigné les techniques culturelles. C'est le 1er juin que nous avons débuté le travail. Dans ce champ, ce sont ma femme, mon enfant, moi et mes 2 ânes qui y travaillons. De Goursi, l'autorité locale a mis le cap sur Yako. Là, il visite les productions de maïs de Gaudin avant de se rendre dans le bas-fond risicole de Yibi. C'est vraiment un champ très modèle. Un champ bien conduit, un champ effectivement où les producteurs ont appliqué les techniques recommandées par l'encadrement, à savoir effectivement prendre en compte les acquis de la formation pour en tout cas conduire en tout cas ces parcelles-là. La dernière étape de la tournée était la visite des champs de Titao et de Wayouya. Dans ces 2 localités, la campagne agricole se déroule normalement du fait de l'application de certaines techniques culturelles. Dans mon champ, je pratique le zaï mécanisé, le zaï amélioré, le zaï simple et la demi-lune. Le déroulement de la campagne est très satisfaisant. C'est des techniques de conservation et de restauration des sols que M. Ali pratique dans sa parcelle. Déjà, il est en épiaison. Et rapidement, la plante est toujours verte et il y a l'eau suffisamment pour que ces grains-là soient bien remplis. L'évolution de la campagne agricole dans le Nord est jugée positive, d'où la satisfaction de l'autorité régionale. Je peux dire que la tournée a été vraiment très très enrichissante pour nous au niveau de l'autorité locale et tout comme de l'autorité régionale. Nous avons vu que la saison est bien lancée et si en tout cas les pluies se terminent dans de bonnes conditions,
Nous espérons avoir en tout cas de très bonnes récoltes dans la région du Nord. Cette tournée de suivi de campagne agricole dans le Nord a pris fin par une séance d'échange entre le gouverneur et les acteurs du monde agricole. Je vous le disais en titre, le Burkina Faso commémore en différé la journée mondiale de la population sous le thème « Investir dans la jeunesse ». L'idée est d'amener les décideurs à travailler dans le sens de la protection des droits des adolescents et des jeunes en général et investir dans leur avenir, ce qui est essentiel à leur développement ainsi qu'à celui de leur famille, leur communauté et leur pays. Et pour cela, il est nécessaire de leur offrir une éducation de qualité, des emplois décents, des moyens à subvenir à leurs besoins et l'accès aux informations et aux soins concernant la santé sexuelle et reproductive, y compris l'éducation sexuelle. Evelyne Dabiré. Au cours de cette conférence donnée à l'occasion de la Journée mondiale de la population 2014, les communicateurs ont surtout invité les jeunes à développer un système d'entrepreneuriat, à vivre une sexualité saine afin d'adopter une responsabilité sociale. Éducation, formation et emploi, santé de la reproduction des jeunes, participation citoyenne au développement, tels ont été les thèmes développés. Il faut dire que les questions de population doivent les intéresser en premier lieu. Parce que quand vous regardez les statistiques, les jeunes participent de façon positive ou négative, et en tout cas aux questions de population. Ne serait-ce que les questions liées à la santé, liées à l'augmentation de façon incontrôlée de la population, qui crée des questions, des problèmes d'économie. Nous avons également un message qui concerne vraiment sur la responsabilité des jeunes dans la prise en charge de leurs propres problèmes. Le message qu'on a à l'endroit des jeunes, c'est de venir vers les centres de santé pour avoir toutes les informations et les conseils afin de prendre des décisions éclairées. Les communications ont ensuite fait place à des échanges au cours desquels les jeunes se sont engagés à être entrepreneurs afin de relever les défis auxquels ils sont confrontés. Cette jeunesse est appelée à jouer sa partition pour le développement de notre nation en constituant une force constructive plutôt que destructive. Ces 6 millions d'individus que constitue la jeunesse est vraiment une force sur laquelle il faudra s'appuyer. Bien sûr, chacun de manière différente parce que la diversité du Burkina constitue aussi une richesse qu'il faut exploiter pour aller de l'avant. La Journée mondiale de la population commémorée le 11 juillet de chaque année est recommandée par le Programme des Nations Unies pour le développement. L'objectif de cette journée est d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. Page entretien de ce journal. Je reçois Dr Samuel Paré et vous êtes maître de conférence en chimie de l'environnement à l'université de Ouagadougou. Vous travaillez au laboratoire chimie analytique, environnement et bioorganique. Vous êtes également là en tant que coordinateur du Bureau national ozone pour nous parler de la journée internationale sur la protection de la couche d'ozone célébrée le 16 septembre prochain. Bonjour docteur. Merci. Merci de venir répondre à nos questions. Cette année, le thème de la journée, c'est protection de la couche d'ozone. La mission se poursuit. Oui, merci beaucoup de nous inviter et de nous recevoir par rapport à cette journée. Effectivement, cette année, c'est que la mission se poursuit. La protection de la couche d'ozone, il faut toujours continuer dans cette lancée. D'accord. Et la couche d'ozone, on ne va pas peut-être revenir sur des définitions compliquées, mais elle a un rôle primordial dans la protection contre les rayons ultraviolets. Mais dites-nous, docteur, qu'est-ce qu'est réellement la couche d'ozone et l'ozone elle-même, mais aussi son rôle dans l'atmosphère? Merci bien. En fait, l'ozone, c'est une molécule chimique, comme l'eau par exemple, l'ozone est composé de 3 atomes d'oxygène, donc O3. Et cette ozone se trouve dans l'atmosphère, donc dans la troposphère, là où nous sommes. Ça veut dire que c'est l'espace qui est situé entre 0 et 10 km, jusqu'à 12 km, et aussi dans la stratosphère. Donc, quelquefois, vous avez entendu parler dans certains pays développés où il y a des alertes où on dit attention à la pollution à l'ozone. Ça, c'est l'ozone troposphérique. C'est ce qui est dans la partie inférieure, entre 0 et 12 km. Maintenant, l'ozone qui est situé au niveau de la stratosphère, donc entre 10-12 km jusqu'à 50 km, c'est ce qui constitue la couche d'ozone qui s'étire donc sur le globe et protège ce globe-là
contre des rayons ultraviolets très intenses qui sont nocifs pour notre organisme, qui peuvent causer des cancers de la peau, qui peuvent causer aussi des cancers de l'œil. Et puis, il y a des chercheurs même qui ont démontré en ce moment qu'il y a un grand risque de mélanome, qui est un cancer très, très dangereux de la peau. Mais aussi, ça peut avoir un impact sur la photosynthèse, qui est la respiration des plantes, donc aussi contribuer ainsi à la destruction, avoir des effets néfastes sur notre environnement. Oui, et aujourd'hui, par l'action de l'homme, cette couche d'ozone tendait à disparaître en tant que telle. Oui, exactement. Donc c'est là en réalité l'importance un peu de parler de cette couche d'ozone, mais aussi du protocole de Montréal qui pilote en fait des actions qui tendent à reconstituer cette couche d'ozone, à éviter l'usage de certains produits chimiques qui ont un pouvoir de destruction de cette couche d'ozone. Je rappelle que le protocole de Montréal ici est logé au ministère de l'Environnement et du Développement durable, dont le Bureau national d'ozone dépend. Et donc vous êtes le coordonnateur. Et dont je suis le coordonnateur en ce moment. Donc il faut reconnaître qu'il y a des produits que nous utilisons, notamment beaucoup de fluides frigorigènes, ce que nous utilisons dans nos climatiseurs, dans nos réfrigérateurs, ce qu'on appelle les CFC. Ça veut dire que ce sont des molécules qui contiennent du chlore, du fluor et des atomes de carbone, dont le plus connu est le R12. Je suis sûr que ceux qui travaillent dans le froid et qui nous écoutent vont se reconnaître dans ça. Ces molécules-là, lorsqu'ils montent dans l'atmosphère sous forme de vapeur et atteignent jusqu'à la troposphère, la stratosphère, ils peuvent donc, par des réactions chimiques, détruire l'ozone qui constitue donc cette couche d'ozone. Et au fur et à mesure, donc, l'action, c'est d'aller dans l'élimination complète de ces substances qui ont un pouvoir de destruction de la couche d'ozone. Oui, et on parle même de trous dans la couche d'ozone. Exactement, parce qu'avant, avant le protocole de Montréal, justement, il y avait une production très élevée de ces substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Et donc, ces substances qui peuvent rester dans l'environnement, tenez-vous bien, plus de 100 ans, 400 ans, donc ils peuvent même détruire l'ozone plusieurs fois. Cela a contribué à une destruction massive de la couche d'ozone, notamment sur d'autres régions du globe. Et cela a causé un trou carrément. Ça veut dire qu'à partir dans ces lieux-là, la couche d'ozone était devenue mince, donc ne filtrait plus efficacement les ultraviolets. Et si vous remarquez souvent, c'est vrai qu'au Burkina, nous n'avons pas de plage ici, mais ceux qui s'y allaient pour se baigner, on avait carrément interdit des actions telles qu'au Brésil, par exemple. Donc, cela est important. Donc, il faut aller au contrôle de ces substances-là et adopter de bonnes pratiques, d'autres substances qui vont contribuer, elles, qui ne détruisent pas donc, la couche d'ozone, mais qui peuvent contribuer toujours comme constituer des fluides frigorigènes que l'on pourra utiliser efficacement donc, dans nos réfrigérateurs. Oui, docteur Paré, oui. Il est vrai que la couche d'ozone est toujours convalescente, si on peut le dire ainsi, mais des scientifiques espèrent à sa guérison d'ici 2050, dans la plupart des régions, une résorption complète du célèbre trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique, dont vous avez parlé. Et c'est un rapport de deux organismes, notamment l'Organisation météorologique mondiale et le programme national le programme des Nations Unies pour l'environnement, publié mercredi dernier, même qui donnait cette bonne nouvelle. Oui, exactement. Je pense qu'il est reconnu. D'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies l'a rappelé dans son message à l'occasion de cette journée. Il est bien reconnu que le fait que l'ensemble des parties prenantes au protocole de Montréal, il faut le rappeler ici, qui a été ratifié par l'ensemble des pays du monde, même le Soudan du Sud a adopté cela, c'est-à-dire l'un des pays créé il n'y a pas longtemps. Donc, il a contribué à l'élimination des CFC. Et maintenant, on est passé à d'autres fluides frigorigènes, les ACFC. Peut-être on ne va pas rentrer dans les détails, que nous sommes en train de contrôler maintenant. Tout cela a contribué au fait à limiter l'émission de ces substances qui ont un effet néfaste sur la couche d'ozone. Et cela, par des analyses, notamment réalisées par la NASA, ils sont arrivés à voir que maintenant, ces parties où il y avait les trous d'ozone, il y a une reconstitution.
N'oublions pas que l'ozone se régénère naturellement et se détruit naturellement. Les rayons ultraviolets qui parviennent du soleil contribuent à détruire l'ozone. En même temps, selon la longueur d'onde de ces rayons ultraviolets, contribue à la reconstitution de l'ozone. Donc, le fait de diminuer la quantité de substances qui appauvrissent la couche d'ozone peut donc contribuer effectivement à ce résultat, à ce qu'il y ait une reconstitution en ce moment de la couche d'ozone. Donc, ce n'est pas un effet d'annonce? Non, ce n'est pas un effet d'annonce, c'est une réalité. Et c'est là, en fait, il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer dans le contrôle de ces substances-là qui appauvrissent la couche d'ozone. Et n'oublions pas qu'en réalité, en contrôlant ces substances qui appauvrissent la couche d'ozone, on contribue en même temps à diminuer des substances qui ont un effet de serre. Parce que les substances qui ont un effet de serre contribuent au réchauffement climatique, au changement climatique. Ce n'est pas la même chose, mais en même temps, on contribue. C'est souvent lié. C'est souvent lié. Oui, et pour la journée au Burkina, comment les choses vont se passer? Donc au Burkina, donc, la journée c'est le 16, le mardi prochain. Donc dès à présent, on a commencé en fait dans toute la semaine. Nous avons des annonces, des banderoles. Et puis le 16 même, nous avons une émission sur une radio, Savane FM. On va poser des questions, les gens vont répondre et puis nous allons primer les meilleurs. Ensuite, il y aura donc une émission, un atelier de dessin avec les enfants, les écoliers de la classe de 5e ou de CM2. Nous allons les réunir au ministère. Et puis nous allons leur expliquer ce que c'est que la couche d'ozone. Et on va leur donner la latitude de développer les génies en nous faisant des dessins. Pourquoi pas? Peut-être qu'un de ces dessins sera adopté au niveau mondial. Et peut-être que c'est un enfant du Burkina Faso qui a réfléchi, qui pourra trouver des solutions encore plus pertinentes pour la protection de cette couche d'ozone qui est un bien commun à nous tous. Et ce serait peut-être pas un pareil ou un bravo? Attendez, pourquoi pas? Attention. D'accord. Et en dehors de ces activités, à côté de la réflexion, mais aussi à côté du divertissement, d'autres activités sont prévues? Oui, d'autres activités sont prévues. Donc, le Bureau national ozone, à travers donc, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec l'appui d'organismes tels que le PNIE, et l'ONIDI, nous mettons en œuvre justement des séances de formation et de sensibilisation, notamment les frigoristes, pour les aider à la reconversion, pour adopter des comportements sains. Cela va s'étaler sur l'année, jusqu'à la fin de l'année. Et aussi, il y a un atelier national que nous allons organiser d'ici la fin de l'année pour sensibiliser la population. Et je suis certain que la télévision sera des nôtres pour nous accompagner dans cette initiative. Le but vraiment, c'est que nous puissions protéger cette couche d'ozone qui est un bien commun et qui est nécessaire pour nous tous, pour l'environnement. Merci à vous, Dr Samuel Paré, d'être passé. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du Bureau national ozone et vous êtes également enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou et vous êtes venu nous parler de la journée internationale de protection de la couche d'ozone célébrée le 16 septembre prochain. Merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, la gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales fait présentement l'objet d'une rencontre à Ouagadougou. Il est question d'amender un guide d'élaboration sur le sujet. Estelle Judith Assogba nous en dit plus. Avec la communalisation intégrale du territoire et le transfert des compétences et des ressources aux communes, les présidents de conseils et des collectivités sont devenus ordonnateurs du budget. Pour accompagner ces ordonnateurs du budget dans leurs nouvelles fonctions, le ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation a élaboré un guide de gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales. Des mutations intervenues au niveau de l'espace UEMOA ont suscité l'élaboration d'un nouveau guide de gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales. Ce guide, qui est à l'étape de projet, est soumis ici à l'appréciation des acteurs de la décentralisation. Ils vont enrichir cet outil, puis l'amender. Les nouvelles élections qui ont eu lieu en 2012, les maires ayant été renouvelés, les conseils régionaux ayant été renouvelés, comment leur indiquer la voie à suivre pour mieux apprécier leurs besoins et pour mieux regarder dans leur programme de développement quelle est la tranche qui doit être exécutée dans l'année et quels sont les moyens
dont ils doivent disposer. Pour le faire, les guides-là leur indiquent la voie à suivre. Les acteurs concernés ont cette journée pour mettre à la disposition des communes et régions un guide qui puisse permettre aux ordonnateurs du budget d'élaborer et d'exécuter au mieux leur budget au profit des populations. En santé, le docteur Djamila Cabral est en fin de mission au Burkina. La représentante résidente de l'OMS aura marqué le secteur par son engagement et travaillé pour une meilleure qualité de la santé ici au Faso. Elle vient de faire don à l'université de Ouagadougou de matériel informatique. Éléonore Yerbanga. Après 6 ans passés à la tête de l'Organisation mondiale de la santé au Burkina Faso, Djamila Cabral marque son départ par un don de matériel. Des documents de référence, des manuels, des registres et du matériel informatique pour appuyer la direction de la santé de la famille et le centre médical de Dassasgo. Nous essayons à notre façon d'apporter notre pierre à la construction du système de santé. Et ce matin, nous sommes là avec la direction de la nutrition et la direction de l'informatique du ministère de la Santé pour appuyer dans le développement du système de surveillance nutritionnelle et avec la DSF, la direction de la santé de la famille, pour aussi renforcer les capacités du personnel de santé dans le but d'amélioration de la qualité de service. Également, l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'université de Ouagadougou a reçu de l'OMS un véhicule pour le suivi des stagiaires. Le parc automobile que nous avons aujourd'hui est vieillissant, il a en moyenne une vingtaine d'années. Ce qui veut dire que le geste de l'OMS répond à un besoin qui est réel et qui va permettre de nous soulager par rapport à la mobilité. Contribuer à une formation beaucoup plus adéquate de nos étudiants. Djamila Cabral, qui ne représentera plus désormais l'Organisation mondiale de la santé au Burkina Faso, apprécie les efforts du pays dans le domaine. J'ai beaucoup appris, je me suis sentie partie intégrante du secteur santé, un acteur aussi du secteur santé, et j'espère avoir contribué avec l'apport de l'OMS au développement sanitaire du Burkina Faso, qui à mon avis est dans le bon chemin, mais qui peut encore faire mieux. Elle reste néanmoins au pays des hommes intègres où elle occupera un autre poste au sein de l'organisation. Les rideaux sont tombés sur la 6e conférence annuelle des enseignants du secondaire. Après 3 jours de travaux, ce 11 septembre à Ouagadougou, des recommandations formulées pour accompagner la réorganisation de l'enseignement secondaire. Les meilleurs élèves des établissements secondaires ont été également distingués. Adama Koulibaly. Jouer pleinement leur partition pour la réussite de la réorganisation de l'enseignement secondaire, telle est la résolution prise par les participants à la 6e conférence annuelle des enseignants du secondaire. La conférence a formulé un certain nombre de recommandations, dont l'organisation des établissements en prenant en compte le transfert du poste primaire au MENA et l'adaptation du fonctionnement financier des établissements à leur propre nomenclature. La conférence a pris également en compte la nécessité de réaliser des infrastructures, de développer l'enseignement technique et professionnel, de construire dans chaque région un lycée scientifique et d'organiser au mieux la gestion des ressources humaines, d'une part par l'augmentation des quotas de recrutement d'enseignants et d'agents de l'administration scolaire, mais aussi par la poursuite des efforts pour la création de l'emploi des chefs d'établissement. La Journée nationale de l'excellence scolaire, 2e du genre tenue en marge de la conférence, a distingué Lionel Sommet meilleur élève au baccalauréat avec une moyenne de 17,31 sur 20. David Kologué est quant à lui le meilleur élève au BPC avec la moyenne de 18,25 sur 20. Et le Grand Prix du président du Faso, décerné au meilleur établissement, est revenu au collège Notre-Dame de l'Espérance de Ouagadougou. Vous avez été sélectionnés comme des élèves talentueux et méritants sur la base des résultats des examens du BPC et du baccalauréat 2014. Pour en arriver là, vous avez choisi de travailler avec rigueur, de manière constante et dans la discipline. Vous ne vous êtes pas laissé distraire par les jeux et le plaisir de la jeunesse. Votre valeur personnelle est ici reconnue.
Je vous en félicite. Les élèves bacheliers primés sont d'office bénéficiaires de bourses d'études et d'autres avantages pourraient venir se greffer à cela. Et puis, une triste nouvelle avant de poursuivre. El Hadj Mahamadou Georges Sanogo n'est plus l'ancien ministre du Plan. S'en est allé hier après une vie bien remplie. Docteur en spécialiste de l'économie du développement, il a été le premier directeur de l'Institut national de la statistique. Et il fut entre 1978 et 1980 ministre du Plan et de la coopération internationale dans le gouvernement de la Troisième République. Depuis 1984, il est admis à une retraite anticipée et il s'en est allé à l'âge de 80 ans. On gardera éternellement son nom en mémoire à travers la rue qui porte son nom à Ouagadougou, mais aussi à travers la fondation islamique El Hadj Mahamadou Georges Sanogo. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.